Bien que Voyager 1 et Voyager 2 aient débuté leur mission en 1977, nous recevons encore de nombreuses informations précieuses de leur part. Elles sont en service depuis déjà 45 ans. Autrefois, un tel chiffre semblait impossible. À l'origine, il était prévu que les deux appareils étudient Jupiter et Saturne, ainsi qu'en partie Neptune et Uranus. Personne ne s'attendait à ce que Voyager dépasse le plan initial. Aujourd'hui, ils ont déjà traversé l'héliosphère, et pour quitter complètement le système solaire, il ne leur reste plus qu'à franchir le nuage d'Oort. Chaque voyager possède ses propres sources d'énergie. Ce sont des structures de forme cylindrique contenant 4 à 5 kg de plutonium. On les appelle des générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Il y en a 3 par appareil. Le plutonium produit 2400 watts. Ils se transforment alors en énergie électrique. Comme les sources d'alimentation ont été installées 2 ans avant que Voyager ne commence ses missions, elles fonctionnent depuis 47 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, la durée de vie doit finir un jour. Il faut aussi considérer l'influence de l'environnement extérieur et le rayonnement neutronique lié à la désintégration du plutonium. Cela finit par entraîner la détérioration des 2 appareils et avec le temps, ils enverront des signaux de plus en plus faibles. Une baisse sur 88 ans réduisant la performance des générateurs de moitié. En même temps, ils doivent assurer le fonctionnement de tous les composants et transmettre les informations jusqu'à notre planète. La mémoire maximale occupée par les images des caméras est de 67 mots. Les appareils sont équipés de processeurs 8 bits, dont la fréquence d'horloge atteint 6,4 MHz. Ce n'est pas beaucoup, sachant que, par exemple, notre smartphone a environ 380 MHz. Pourtant, Voyager a récolté de nombreuses données et poursuit encore aujourd'hui cette mission. Comment est né le projet Voyager ? Ces sondes ont fait d'importantes découvertes. À quoi ressemble le son de l'espace interstellaire ? Et que va-t-il arriver à ces appareils légendaires à l'avenir ? L'histoire débute en 1964. Edward Carroll Stone, alors stagiaire au laboratoire de propulsion à réaction, a tiré cette conclusion en modélisant la position des planètes pour les prochaines décennies. À la fin des années 1970, les planètes situées au-delà de la ceinture d'astéroïdes se seraient allées retrouver dans une petite partie du ciel. Cela aurait permis d'approcher chaque planète successivement en utilisant seulement des manœuvres gravitationnelles pour étudier toutes les planètes rapidement. Les corps, on aurait pu tout survoler non pas en 13 ans mais déjà en 8 ans, c'est pourquoi nous aurions pu obtenir plus d'informations précieuses. C'est en partie grâce à une telle découverte que le projet Voyager a vu le jour. Depuis la Terre, il était impossible d'observer la plupart des planètes, même avec des appareils puissants. C'est pourquoi les données obtenues par les Voyagers au cours de leur mission sont si précieuses pour la communauté scientifique. En 1979, Voyager 1 était déjà près de Jupiter. C'est alors que nous avons reçu des images de la célèbre Grande Tache Rouge. Voyager 1 a également été visible depuis la Terre. Au même moment, il a découvert que Jupiter possédait un système d'anneaux. Avant cela, les scientifiques ne le savaient pas. Ensuite, quand l'appareil a commencé à étudier Saturne. En 1980, la sonde s'est approchée de la planète à une distance de 64 000 km, atteignant les couches supérieures des nuages. L'appareil a pris des photos des anneaux de Saturne et de certains de ses satellites en haute qualité, puis a envoyé les données sur Terre. Les températures de la planète étaient basses, atteignant jusqu'à 191 degrés dans la haute atmosphère. L'endroit le plus chaud était près du pôle Nord, avec seulement moins 10 degrés. On a également observé, plus près de l'équateur, des vents très puissants qui se déplaçaient à une vitesse de 1800 km à l'heure. De plus, Voyager 1 s'est retrouvé non loin du satellite de Saturne, Mimas. Il était remarquable car il possédait un énorme cratère d'environ 100 km de diamètre. Le satellite a un diamètre légèrement inférieur à 400 km. Dans le système de Saturne. Le dernier engin a exploré le satellite Titan. La distance minimale entre eux était de 6490 km.
Il en est résulté que Titan n'est pas le plus grand satellite du système solaire, bien que les scientifiques aient auparavant pensé le contraire. Le titre honorifique a été attribué à Ganymède. Voyager 2 a aussi étudié l'atmosphère du satellite, révélant une densité plus élevée qu'estimée initialement. En se basant sur les données obtenues, on pouvait conclure que Titan pouvait posséder différents types de plans d'eau, mais composés d'hydrocarbures liquides. Le passage si proche de Titan a eu des conséquences pour la sonde. Après cela, il ne pouvait plus étudier d'autres objets cosmiques. Pendant ce temps, Voyager 2 se dirigeait vers Neptune. Il s'est également retrouvé très près de lui, à une distance de seulement 5000 km. Nous avons reçu une image de Neptune montrant une énorme tache près de l'équateur. D'après les calculs, même la Terre est 2 fois plus petite. Qu'est-ce que c'est ? C'est un anticyclone atmosphérique. Son apparition précisément sur Neptune ne pose aucune contradiction, car sur cette planète soufflent les vents les plus puissants de notre système planétaire, 2400 km à l'heure. Voyager 2 a découvert 4 satellites. Triton a également été étudié. On y a trouvé des geysers et ils sont même en activité. C'était inhabituel pour un objet situé aussi loin du Soleil. Les principales missions de Voyager ont été accomplies, mais ils ont continué à fonctionner par la suite. En 1990, nous avons reçu de Voyager un de nombreuses images du système solaire. L'une des plus célèbres est la photo intitulée « Le point bleu pâle ». Ce point était notre planète, mais elle a été prise à une distance d'environ 6 milliards de kilomètres. À une telle distance, nous voyons la Terre comme une petite tache bleue, sans rien de remarquable. Déjà en 2011, Voyager 1 s'était éloigné de la Terre de 109 unités astronomiques et se trouvait dans la région de stagnation, une zone à fort champ magnétique après laquelle commence l'espace interstellaire. Dans la région de stagnation, le niveau d'électrons à haute énergie est élevé. Ils y pénètrent depuis le milieu interstellaire, ce qui permet de qualifier cette zone d'extrême limite de notre système planétaire. Cependant, même en étant allés aussi loin, les sondes ont continué à faire des découvertes. 8 ans plus tard, en 2019, Voyager 1 a atteint la région la plus extrême de la zone de stagnation, proche de l'espace interstellaire. Au même moment, les instruments de la sonde ont détecté une hausse de 25% de l'intensité des rayons galactiques, indiquant que l'appareil approchait du bord de l'héliosphère. Il est maintenant confirmé que Voyager 1 se déplace déjà dans l'espace interstellaire. Qu'en est-il de Voyager 2 ? Lorsque l'appareil s'est approché de Neptune, la gravité de cette dernière a modifié la trajectoire de la sonde. En conséquence, Voyager 2 s'est éloigné du plan de l'écliptique et ne pouvait plus s'approcher d'autres planètes du système solaire pour les étudier. Néanmoins, cela n'a pas rendu l'appareil inutile. En 2018, il a traversé l'héliopause, une région considérée comme la frontière de l'espace interstellaire. Ainsi, nous avons pu obtenir des informations importantes des 2 sondes sur les vents cosmiques et les propriétés du plasma interstellaire, ainsi que sur les sons de l'espace interstellaire. Examinons plus en détail ce point. Le capteur d'ondes plasmatiques de Voyager 1 a détecté certaines oscillations du gaz ionisé dans la région du plasma interstellaire. Les scientifiques ont mesuré l'intensité et le volume de ces sons, ce qui aide aussi à estimer la densité du plasma interstellaire. Ces sons se situent dans une gamme que l'être humain peut également entendre. Nous vous proposons donc de le faire avec le capteur d'ondes de Voyager. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Cependant, même si Voyager peut ne pas envoyer de nouvelles données sur Terre pendant plusieurs mois, voire des années, après un certain temps, grâce à eux, nous apprendrons à nouveau beaucoup de choses étonnantes et sensationnelles. En 2022, un signal constant et très faible a été détecté entre les émissions solaires. On suppose que les fluctuations dans le gaz interstellaire ont provoqué l'apparition d'ondes de plasma, où ce bourdonnement s'est formé. Mais qu'est-ce que c'est ? On pensait auparavant que l'activité de faible niveau qui se produit dans le milieu interstellaire était plus faible qu'elle ne l'est en réalité.
Même si cette région semble vide, les raisons de cette activité accrue restent inconnues. Des hypothèses suggèrent que cela serait dû au bruit quasi-thermique des électrons dans le plasma ou aux oscillations plasmatiques à activité thermique. En analysant ce signal, nous pouvons aussi mesurer la densité du plasma dans le milieu interstellaire. Voyager a noté une hausse de la densité des électrons dans cette zone. Cela aidera les scientifiques à mieux comprendre la répartition du plasma interstellaire et son influence par les vents solaires à l'avenir. Malheureusement, la plupart des capteurs et des instruments sont actuellement désactivés sur les deux sondes. Seuls ceux qui étudient les propriétés du plasma sont encore en fonctionnement. Avant que l'énergie de voyager ne soit complètement épuisée, les scientifiques extrairont absolument toutes les données recueillies par les deux appareils. Néanmoins, les générateurs radioisotopiques continueront à produire de la chaleur pendant un certain temps. Cela pourrait durer environ 880 ans, soit 10 périodes de demi-vie. À ce moment-là, les réserves de plutonium seront complètement épuisées et nous n'entendrons plus jamais parler de ces appareils extraordinaires. Les sondes se déplacent dans la même direction. Elles traverseront ensemble le nuage d'Oort où elles pourraient être endommagées. Nous espérons que cela n'arrivera pas. Après cela, les sondes partiront dans des directions différentes, en s'approchant d'objets cosmiques lointains. Mais malheureusement, nous ne saurons jamais ce qu'elles y découvriront. Nous avons obtenu l'image de cet objet cosmique dans les années 70 du siècle dernier. Sur celle-ci, vous pouvez voir le satellite de Jupiter, Europe. Quelle découverte importante les scientifiques ont-ils pu faire grâce à cette image ? Si l'on regarde attentivement les images, on peut remarquer des fissures qui entourent toute la surface et qui atteignent environ 1,5 km de largeur. Il est tout à fait possible que leur apparition soit due aux forces de marée de l'océan interne qui ont déchiré la couche supérieure. Cela indique que la couche supérieure de ce satellite est principalement composée de glace d'eau. Dès 2012, de la vapeur d'eau a été observée dans la partie sud d'Europe. Elle formait quelque chose qui ressemblait à des panaches atteignant 200 km de hauteur. Les scientifiques bantais pensent que ce phénomène permet d'en savoir plus sur la structure interne du satellite sans envoyer de module d'atterrissage. Dans cette vidéo, nous allons examiner des phénomènes extraordinaires sur les satellites de Jupiter. Pourquoi Europe ne possède-t-elle pas de cratère d'impact ? Quel satellite offre la vue la plus impressionnante dans le ciel étoilé ? Pourquoi Io abrite-t-elle des lacs entiers remplis de lave ? Et où se trouve Valhalla, le plus grand cratère du système solaire ? La majorité des chercheurs pensent qu'à 15-25 km sous terre, un vaste océan pourrait exister. Et atteindre 160 km de profondeur, Europe pourrait même posséder plus de ressources en eau que notre planète, à 70,9%, bien que cette dernière soit bien plus grande en taille. Un océan dans les profondeurs du satellite pourrait aussi abriter des organismes vivants. On suppose que la surface est recouverte d'une couche de glace. Si l'on regarde les images obtenues par la sonde Galilée, on peut clairement voir des zones sombres, dont le diamètre est d'environ 10 km Krotul. La raison de leur apparition est que des substances à haute température, mais de densité plus faible, remontéantes, exerçant ainsi une forte pression sur la croûte, ou en essayant de s'échapper à la surface. La surface du satellite lui-même est assez irrégulière. Ces irrégularités sont appelées des chaos, et leur identification est entourée de zones où la surface est plus lisse. Elle semble séparée en parts égales par une ceinture d'épines de calgospores, faite de glace et longue d'environ 15 mètres. Des objets similaires existent aussi sur notre planète, mais ils se forment principalement dans les régions montagneuses à climat aride. Néanmoins, ils n'atteignent pas des dimensions aussi impressionnantes que sur le satellite de Jupiter. Un phénomène intéressant, c'est le relief d'Europe. À titre de comparaison, le relief de la Lune est constitué de nombreux cratères. Leur nombre dépasse 5000 et leur diamètre moyen est supérieur à 25 km. Aucun cratère d'impact n'a été découvert sur le relief d'Europe. Malgré l'âge avancé du satellite, qui dépasse depuis longtemps les 50 millions d'années, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour nous ? L'absence de cratère d'impact peut indiquer des changements constants qui se produisent dans les couches supérieures de l'objet.
Puisque Europe est un satellite avec l'une des surfaces les plus lisses du système solaire, il possède un niveau de luminosité élevé, même supérieur à celui du satellite de la Terre. Des ondes de radiation provenant de Jupiter atteignent Europe avec une fréquence d'environ 0,3 MHz et leur intensité serait suffisante pour tuer un être humain. Rappelons que 4 sieverts de radiation peuvent être mortels. La distance Soleil-Europe est 5 fois celle de la Terre, donc les rayons solaires atteignent à peine ce satellite. En conséquence, il y a du pergélisol à la surface, une zone où il n'y a pas de dégel périodique, et la température descend généralement entre -160 et -220 degrés Celsius. Dans les années 70 du siècle dernier, la sonde voyageait un bien connu de nous et passait près d'un autre satellite, Io, qui possède un relief assez rocheux. La sonde spatiale a remarqué que la surface de l'objet est pleine de volcans, plus que sur tout autre corps du système solaire. Io est le 5e satellite de Jupiter. L'âge approximatif atteint 4,5 milliards d'années, soit pratiquement le même que celui de la planète géante. Les dimensions sont presque identiques à celles de la Lune. En plus de cela, ils ont d'autres caractéristiques communes. Ils ont presque la même gravité et la même densité. La plupart des satellites de notre système planétaire sont composés de silicates et de glace d'eau. Ici, Io fait exception. Il est constitué de roches silicatées et d'éléments de fer. Il est également remarquable que ce satellite possède des aurores polaires dont la luminosité varie en fonction de sa rotation autour de Jupiter. Cependant, ces aurores ne s'éteignent jamais. Bien que la distance entre Io et Jupiter soit de 420 000 km, ce n'est pas très important par rapport à d'autres objets. Par exemple, la distance entre Jupiter et Europe est de 670 900 km, et Croton. Sur Io, Jupiter apparaîtrait 40 fois plus grand que la Lune depuis la Terre. Imaginez seulement la vue que l'on aurait sur le ciel étoilé là-bas. Io fait un tour complet autour de Jupiter en un peu plus de 42 heures. À titre de comparaison, la Lune mettrait 27 jours et 7,5 heures pour cela. Comme on le sait, c'est grâce à l'action gravitationnelle de la Lune sur la Terre que se produisent des marées. Il existe un phénomène similaire sur Io. Il s'agit de bosses de marée dans certaines parties du satellite, dont la hauteur peut atteindre jusqu'à 100 mètres puisqu'il n'y a pas d'océan sur Io, ce sont les couches supérieures qui se déplacent. Elles montent puis redescendent, et cela plusieurs fois. Io est constamment sous l'influence des forces gravitationnelles de Jupiter et de ses principaux satellites. En conséquence, l'ampleur de ces marées solides est bien plus impressionnante que sur Terre, car notre planète n'est influencée que par la Lune. La température à la surface et à l'intérieur d'Io est très élevée, équivalente à celle de la lave lors d'éruptions volcaniques terrestres. C'est pourquoi on peut y observer des processus d'ébullition, qui forcent les substances à sortir, créant ainsi des volcans. Nulle part ailleurs dans le système solaire il n'y a autant d'éruptions qu'il y en a sur Io. Selon les estimations, le nombre de volcans à la surface du satellite atteint 400 dont 50 présentent une activité constante. Lors de telles éruptions, à certains endroits, une matière extrêmement chauffée est éjectée et se propage dans l'espace sur 320 km. À la surface du satellite, on peut observer des flux de magma sans fin, encore une fois en raison du grand nombre d'éruptions volcaniques. En conséquence, on peut y trouver de véritables lacs remplis de lave. Parlons maintenant d'un autre satellite, Ganymède. À l'heure actuelle, il est considéré comme le plus grand satellite du système solaire, et il possède également le plus grand océan d'eau. La surface est recouverte d'une croûte de glace dont l'épaisseur atteint 150 km. Il est probable qu'en dessous de cette couche se trouve un océan interne d'eau. D'une profondeur de 100 km, c'est 10 fois plus profond que la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond sur Terre. Au cours de la mission Voyager, des calottes glaciaires ont également été observées au pôle. La composition de Ganymède comprend à la fois des roches et de l'eau. La couche atmosphérique y est si mince qu'il n'y a pas d'oxygène. Il est très probable qu'il n'y ait pas d'organismes vivants dans les eaux océaniques du satellite, faute de conditions adaptées. Sur Terre, la situation est différente. Même dans les plus grandes profondeurs, il existe des créatures qui se sont adaptées à vivre dans l'obscurité totale. Sur Ganymède, les conditions sont plus rudes et la pression est bien plus élevée. Par conséquent, il est très probable qu'au fond, l'eau redevienne de la glace.
Il n'y a aucune chance d'y maintenir une activité vitale normale, car il n'y aura pas, par exemple, de source géothermique pour aider, comme sur Terre. C'est la couche de glace qui l'en empêche. Ganymède possède également un champ magnétique. C'est le seul satellite du système solaire à avoir une telle caractéristique. Cela est dû à son noyau liquide. L'objet effectue une révolution complète autour de son axe en 7 jours. L'orbite suit une trajectoire assez inhabituelle. C'est pourquoi, à certains endroits, la distance entre Ganymède et Jupiter est très faible. Europe, Io et Ganymède s'influencent sans cesse par leur force gravitationnelle. Leur révolution autour de Jupiter diffère. Callisto est le 3e plus grand satellite du système solaire. Il effectue une révolution complète autour de Jupiter en 17 jours. La couche atmosphérique de Callisto est assez mince. La surface supérieure est très cratérisée, mais le relief est resté inchangé pendant des milliards d'années. Si des processus géologiques se produisent sur une planète, ils peuvent modifier la structure de la surface et effacer les traces des processus passés. Ce n'est sûrement pas le cas de Callisto. On suppose que la surface était en fait entièrement recouverte par un océan, qui s'est ensuite transformé en une couche de glace. Parfois, des météorites entraient en collision avec le satellite, mais il n'y a eu aucun autre impact. Néanmoins, il ne faut pas oublier la présence de cratères là-bas. Le plus grand d'entre eux est considéré comme étant Valhalla. Son diamètre est de 4000 km, ce qui en fait le plus grand du système solaire. On peut observer de nombreux anneaux sur les cratères. Il est probable que l'objet qui s'est écrasé autrefois sur Callisto était de taille très impressionnante. Cela a entraîné la remontée des couches d'eau à la surface du satellite. Il existe plusieurs hypothèses sur la formation de Valhalla. La plus répandue est que la surface glacée de Callisto est suffisamment plastique et que les anneaux concentriques se sont formés comme des cercles à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre. La sonde Galilée a montré que le champ magnétique de Jupiter n'a pas affecté Callisto. C'est peut-être parce que la couche supérieure y est assez épaisse, environ 10 km, et qu'elle est difficile à étudier. Nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour en apprendre davantage sur ce satellite. Quand nous entendons l'abréviation objet volant non identifié, beaucoup d'entre nous imaginent tout de suite le générique de RENTV. Mais l'arrivée d'invités non désirés sur Terre, ou leur observation permanente de nous à distance de sécurité, comme dans le roman de Stephen King Sous le dôme, est-elle vraiment impossible ? Existe-t-il des preuves réelles d'un tel contact ou de l'existence d'une vie intelligente ? Sinon, pourquoi ? En 1959, un projet du réseau de recherche a été créé, qui existe encore aujourd'hui. Malheureusement, il faut reconnaître que lorsqu'il s'agit d'objets volants non identifiés ou de preuves attestant de l'existence d'une intelligence extraterrestre, la plupart des témoignages de témoins oculaires relèvent soit de faux, soit sont évidents. Des troubles psychiques chez les personnes interrogées. Par exemple, la consommation de champignons hallucinogènes donne parfois des résultats étonnants. Cependant, tout n'est pas si simple. Commençons par mentionner les succès et les échecs du projet Search for Extraterrestrial Intelligence. À vrai dire, depuis la création de cette organisation, il y a eu bien plus d'échecs et de déceptions que de réussites. Parmi les réussites, on peut citer le célèbre signal WOW reçu en 1977 à l'aide du radiotélescope Grande Oreille situé dans l'État de l'Ohio. Lors de l'analyse de ce message radio, semblant être un salut extraterrestre, des hypothèses de plus en plus étranges ont été émises. Les principales hypothèses étaient les suivantes. Le signal provenait d'un dispositif très éloigné, fonctionnant selon le principe d'une balise. Une autre version affirme que ce message étrange proviendrait d'un vaisseau extraterrestre de passage. En près de 45 ans, les spécialistes du réseau n'ont jamais enregistré de signal similaire au WOW. Cela amène à penser à une origine terrestre du message radio. Par exemple, il pourrait s'agir d'un reflet provenant d'un fragment de débris spatial à proximité de notre planète. Mais alors une question se pose. Comment ce signal mystérieux a-t-il pu être capté sur une fréquence réservée, qui n'est utilisée par aucun autre équipement de transmission radio ? Une autre hypothèse avançait que le radiotélescope Grande Oreille avait capté un rayonnement, mais elle a été aussitôt réfutée.
Aucun objet similaire n'a traversé le champ de l'optique spatiale à ce moment. En 2003, un autre signal, possible d'origine artificielle, a été détecté par les équipements du projet Réseau. Le signal a été enregistré sur la même fréquence, 1420 pour l'ordre, et s'est répété 3 fois, durant environ 1 minute à chaque fois, et sa source se trouvait entre les constellations des Poissons et du Bélier. Par la suite, les astrophysiciens ont exprimé des doutes évoquant un possible dysfonctionnement de l'équipement ou un bruit de fond issu d'un phénomène cosmique lointain. Étant donné ce qui précède, le conglomérat de recherche Search for Extraterrestrial Intelligence a-t-il un avantage notable ? En général, la communauté scientifique adopte une attitude plutôt condescendante, bien que loyale, envers ce projet. Il n'est pas financé par l'État et il subsiste généralement grâce à des dons caritatifs. Il n'y a toujours pas de programme scientifique dédié à la détection des objets volants non identifiés. Les recherches se limitent à scanner l'espace ou envoyer des signaux aléatoirement. La pertinence relative et la véritable nécessité de la diffusion d'informations sur l'existence de la vie intelligente sur la planète Terre par Stoïchev ont été abordées dans l'une des vidéos de notre chaîne, qui traite de la théorie originale et instructive de la forêt sombre. En bref, une partie de la communauté scientifique estime que l'envoi de signaux pourrait réellement menacer la sécurité de notre civilisation. C'est sans doute pourquoi nous ne captons toujours aucun signal d'une autre civilisation. Certaines intelligences préfèrent rester cachées. Cependant, par exemple, l'astrophysicien Alexandre Panassov, l'un des participants actifs du projet, reste sceptique quant à cette théorie. Parce que si l'on prend l'exemple de la civilisation humaine, en plus d'envoyer des signaux pour une éventuelle vie extraterrestre, nous donnons involontairement de nombreuses raisons de nous faire découvrir. Nous sommes une planète bruyante. Les radars d'aérodromes, les radars pour les débris spatiaux, tous ces dispositifs émettent en continu dans toutes les directions et peuvent être détectés. Panov approfondit cette théorie en demandant qui ? Selon la théorie de la forêt sombre, avons-nous peur ? Nous avons peur de ceux qui pourraient venir chez nous et nous conquérir, c'est-à-dire des êtres intelligents capables de voyager entre les étoiles. Le niveau de développement d'une telle civilisation doit correspondre au moins au type 2 selon l'échelle de Kardashev. Cela signifie qu'une telle civilisation utilise l'énergie de toute sa planète, ainsi que l'énergie de l'étoile autour de laquelle elle gravite. Selon lui, pour une telle civilisation, il serait raisonnable et simple du point de vue de l'espace. En même temps, nos radars sont capables de détecter une telle soucoupe à une distance de plusieurs milliers d'années-lumière. Ainsi, plus une civilisation est avancée, plus il lui sera difficile de rester inaperçue. Et maintenant, essayons de répondre à la question. Pourquoi ? Quand on parle d'objets volants non identifiés, on sous-entend forcément la présence d'une intelligence extraterrestre. La découverte de débris technologiques d'origine inconnue peut-elle être considérée comme un objet volant non identifié ? À cet égard, une remarque est intéressante. Des spécialistes découvrirent déjà ces artefacts à l'ère préspatiale, avant qu'un anneau stable de débris n'existe autour de la Terre. Durant cette période, plusieurs chutes de météorites d'origine artificielle ont été enregistrées. Des origines qu'il est impossible d'attribuer aux déchets technologiques accumulés par notre civilisation. À cette époque, aucune activité similaire n'existait en orbite terrestre. Comment expliquer ces cas ? La science officielle demeure silencieuse. Quelle est la problématique principale dans la recherche et l'interprétation des objets volants non identifiés ? Nous ignorons totalement l'apparence des objets volants non identifiés, ce qui explique pourquoi nous les confondons souvent avec des objets ou phénomènes terrestres. Ce problème est également lié aux recherches infructueuses des centres d'intelligence extraterrestre. Et dans ce cas aussi, personne ne peut formuler clairement quelles sont les propriétés des objets que nous recherchons. Et puis pourquoi avons-nous soudainement décidé qu'une civilisation quelconque rêve d'être découverte, de se signaler et d'envoyer des vaisseaux spatiaux, ou qu'elle essaie obstinément de s'installer sur de nouveaux territoires en les conquérant ? Nous concluons cela sans doute en nous fondant sur l'histoire tourmentée de la civilisation humaine. En réalité, la question de la découverte des objets volants non identifiés est bien plus profonde qu'il n'y paraît à première vue, et soulève des questions pour la cosmologie. Si des objets volants non identifiés existent, il y a de fortes chances qu'ils puissent appartenir à un certain monde intelligent.
On peut en conclure que l'univers est plein de vie. Mais encore une fois, pourquoi pensons-nous que cette vie ressemble à la nôtre ? Les défenseurs de la panspermie estiment que les comètes transportent des spores de vie. Ainsi, il est probable que tous les biomes partagent les mêmes nucléotides à base de carbone familier. Ensuite, le développement de ces mondes peut suivre une autre voie, mais des caractéristiques similaires resteront. C'est pourquoi nous cherchons les objets volants, non identifiés comme preuve d'une vie intelligente ailleurs, partageant nos aspirations. Observer activement, surveiller l'espace en fonction des capacités techniques, envoyer ses propres engins volants dans tous les coins de l'univers, conquérir de nouveaux territoires, et ainsi de suite. Néanmoins, il n'est pas clair pourquoi on a trouvé relativement peu de preuves de l'apparition d'objets volants non identifiés près de notre planète jusqu'à présent. En mettant de côté les théorèmes sur la dissimulation des artefacts par les services secrets, la situation reste assez déprimante. Cependant, il existe tout de même des précédents. Par exemple, aux États-Unis, de 2004 à 2021, 144 cas de manifestations d'objets volants non identifiés ont été enregistrés, qui restent à ce jour impossibles à expliquer de manière rationnelle. Un groupe a même été créé au Pentagone pour étudier ces phénomènes. En juin 2021, les services de renseignement américains ont publié un rapport sur les témoignages d'objets volants non identifiés par les militaires. Il y est indiqué que les services de renseignement n'ont pas pu identifier ces objets, et l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'objets volants non identifiés est reconnue comme l'une des possibilités. Les données sur la détection d'objets volants non identifiés sont systématisées mondialement depuis le milieu du XXe siècle. L'ufologie n'étant pas reconnue comme science, la plupart des recherches sont réalisées bénévolement. De plus, les gens prennent souvent pour des objets volants non identifiés la chimiluminescence des rejets industriels dans l'atmosphère, les aurores polaires, les vols de sondes météorologiques, les nuages de formes inhabituelles, les lancements de fusées et même la pleine lune. Que se passera-t-il si nous recevons finalement un signal d'une civilisation extraterrestre ou si nous découvrons un objet volant non identifié qui prouve clairement son existence ? Cela ne deviendra-t-il pas l'effondrement auquel nous sommes habitués ? Si l'on découvre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, les gens arrêteront-ils de protéger la Terre ? Puisqu'on pourra toujours s'enfuir vers une autre planète. Comme on dit, là où l'on se sent bien, c'est là que se trouve la patrie. Cependant, à ce stade, il est plus pertinent pour nous de nous tourner vers la question technique de la question. Si une civilisation extraterrestre nous ressemble, ces messages incluront des informations de base sur les lois physiques, la culture, l'histoire et d'autres aspects de la société. C'est ce genre d'informations sur eux-mêmes que les terriens ont envoyé dans l'espace au fil des ans. Alors nous avons reçu des informations de nos lointains voisins. Que faire ensuite ? Les messages sont déchiffrés, cela peut prendre des années, voire des décennies. Ils sont interprétés et, idéalement, intégrés dans le champ culturel, une sorte d'internet cosmique. Cette formation globale finira forcément par émerger avec le temps, à condition que des signaux proviennent de différentes civilisations de l'univers. Alors, les informations utiles pourront être systématisées sous la forme d'une encyclopédie virtuelle, élargissant les connaissances sur le macrocosme et ses habitants. Imaginez une Wikipédia cosmique. Cela vous paraît-il naïf ou irréaliste ? Seule l'histoire révélera où se cache la vérité. D'ailleurs, la réception de multiples signaux provenant de civilisations avancées, semblables à la nôtre et fondées sur une base commune, constituerait une preuve incontestable de la théorie de la panspermie. Autrement dit, le fait que la vie dans l'univers se propage à l'aide de spores. Et enfin, faut-il répondre à un signal provenant de l'extérieur de la Terre ? Bien sûr que non, car cela est absolument inutile compte tenu des énormes distances cosmiques et de l'imperfection de nos moyens de transmission. Nous vivons une époque où la science touche ses limites, et bientôt, les méthodes empiriques risquent l'impasse par manque de connaissances ou de moyens techniques pour expérimenter. Rappelez-vous que les scientifiques préfèrent examiner des choses reproductibles, qui peuvent être vérifiées et testées. Dans ce contexte, trouver des objets volants non identifiés ou des signaux de civilisation avancée stimulerait le développement des sciences terrestres. Et l'Internet cosmique, contenant des informations sur la diversité des mondes cosmiques, deviendra une mine de nouvelles connaissances. Faut-il fermer le projet Search for Extraterrestrial Intelligence et abandonner la possibilité d'étudier des artefacts ayant ne serait-ce qu'un lien minime avec des objets volants non identifiés ? C'est pour le moins stupide. En rejetant des informations que nous ne sommes pas encore capables d'expliquer, l'humanité ressemblera à des aveugles impuissants se heurtant à un mur infranchissable. Nous avons de nombreuses raisons d'appeler la Terre la meilleure planète qui existe.
ne serait-ce que parce que nous y vivons. Et nous avons suffisamment de conditions pour mener une vie paisible et tranquille. Sur d'autres planètes, et des règles complètement différentes qu'entièrement s'appliquent. Notre mode de vie y serait très différent de celui sur Terre. Les organismes humains et ceux des autres êtres vivants se sont adaptés à la vie sur Terre, d'où notre impossibilité de vivre aussi librement ailleurs. Même en colonisant Mars, au minimum il nous faudra assurer une certaine température, un accès à l'oxygène, et ainsi de suite. Cependant, la majeure partie de l'espace reste encore un mystère pour nous. Et est-il possible que dans ces vastes étendues, il existe des planètes qui présentent une plus grande diversité d'organismes vivants ? Le simple fait que la vie se développe sur notre planète est en soi quelque chose d'incroyable. Nous vivons normalement grâce à l'atmosphère riche en hydrogène, azote et oxygène. Nous avons également la chance de nous trouver près d'une énorme étoile, le Soleil, où l'intensité des éruptions n'est pas très élevée et n'affecte pas beaucoup la Terre. La taille de notre planète permet à son noyau de maintenir une température suffisante pour éviter qu'il ne se solidifie à l'intérieur. Le champ magnétique est également très important, car il sert de protection contre les rayonnements ultraviolets et les tempêtes solaires dangereuses. N'oubliez pas non plus l'importance de notre satellite, la Lune, dont la gravité provoque les marées et influence également l'inclinaison axiale de la Terre. Sous l'influence de la Lune, l'eau s'est retirée de certaines régions, permettant à de nombreuses espèces de s'adapter à la vie terrestre. Environ 80% de la surface de la Terre est occupée par l'océan mondial. Il y a des courants chauds et froids qui modifient les conditions climatiques sur les continents. Par exemple, si une région est rude et froide, un courant chaud adoucit le climat. Ceci n'était que le principal avantage de la vie sur Terre, mais cette liste pourrait encore être très longue. Le développement de la vie sur Terre s'est produit aussi bien sur la terre ferme que dans l'eau et dans l'air. Cela concernait non seulement les animaux, mais aussi les organismes les plus simples. Dans les régions chaudes, froides ou dans les profondeurs océaniques à forte pression, les êtres vivants se sont adaptés aux conditions avec l'évolution. Par exemple, certains animaux sauvages comme les chiens rencontraient souvent des humains et ont fini par être domestiqués par eux. Il est donc naturel de se demander s'il existe dans l'univers des planètes qui offrent des conditions de vie plus confortables. Les personnes qui ont étudié l'astronomie ou qui se sont au moins un peu intéressées dans la science spatiale savent que notre Terre n'est pas l'endroit le plus idéal de l'univers. Ce n'est pas le centre de tout et ce n'est certainement pas la planète la plus unique. Il est fort probable qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle peut le paraître au premier abord. Elle présente de nombreux défauts. On peut considérer la Terre comme un environnement idéal pour les humains, mais pas pour les organismes vivants en général. En 2013, l'astrobiologiste Rami Kumar Kapparapu de l'Université de Pennsylvanie a publié un article scientifique. Dans cet article, il a défini la zone habitable autour des étoiles en se basant sur les conditions climatiques actuelles. Par exemple, dans la zone d'une étoile aussi grande que notre Soleil, la partie habitable s'étend de 0,99 à environ 1,7 unités astronomiques. On peut en conclure que notre Terre se trouve en fait à la frontière entre la zone habitable et la zone inhabitable. Nous sommes vraiment des chanceux. Dans ce cas, par exemple, Vénus, qui est notre voisine, possède des conditions comme l'effet de serre qui sont totalement inadaptées à la vie. Des conditions de vie plus confortables se trouvent au centre de cette zone habitable. Les fluctuations et les orbites ne sont pas si fortes là-bas pour avoir un impact négatif sur les objets cosmiques. La Terre peut être considérée comme une planète relativement jeune, son âge est de 4,5 milliards d'années. De plus, l'apparition de la vie a commencé encore plus tard, il y a quelques centaines de millions d'années. La vie sur Terre n'existera pas éternellement. La température du Soleil augmente et dans environ 1 milliard d'années, il brûlera toute forme de vie. À ce moment-là, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Et si nous imaginions ce qui se passerait si la Terre avait plus de temps et donc plus de possibilités de se développer ? Il est certain que de tout nouveaux types d'organismes vivants, qui nous sembleraient étranges, apparaîtraient sur notre planète. Croyez-moi, si vous voyez les animaux dans 2 milliards d'années, vous seriez très surpris. Dans l'un des travaux scientifiques intitulé « Monde superhabitable »,
il a été question des conditions optimales pour le développement complet des organismes vivants. D'après cet article, la vie se développera davantage sur des planètes proches d'étoiles un peu moins massives que le Soleil. Et la durée de vie y est bien plus élevée, de 20 à 70 milliards d'années. Ces étoiles ne connaissent pas de fortes éruptions. Un grand nombre de planètes voisines peut aussi être un avantage, car cela favorise l'arrivée d'astéroïdes qui peuvent apporter des éléments essentiels à la vie et de l'eau. Si l'on se base sur l'étude scientifique mentionnée ci-dessus, il s'avère qu'un tel système peut comporter plusieurs planètes ayant des conditions favorables à la vie. De plus, la panspermie peut s'y produire, c'est-à-dire un échange de formes de vie. Une éruption de lave dans les volcans se produira si les forces de marée d'une planète satellite d'une géante gazeuse agissent ici. Il peut également exister un objet tel qu'une planète double. Dans ce cas, les planètes tournent l'une autour de l'autre et au cours de ce processus, il y a un échange d'organismes vivants. En grandissant, la planète verra s'intensifier les déplacements des courants chauds et froids, ce qui favorisera l'apparition de nouveaux territoires propices à la naissance de nouveaux organismes. Il faut se rappeler que la variabilité de la taille des planètes est limitée. Si sa masse est 2 fois supérieure à celle de la Terre, le mouvement des plaques tectoniques cesse pratiquement. Il doit y avoir un équilibre partout. Aussi parce que si la croûte terrestre est trop épaisse à cause de la taille, le noyau va se solidifier et se refroidir. Il est extrêmement difficile pour les planètes géantes de maintenir une magnétosphère. Pour que la force de gravité reste au même niveau que sur Terre, mais sur une planète plus grande, il faut l'augmenter d'environ 40%. En plus de ces facteurs qui déterminent à quel point une planète est super habitable, la présence d'océans est un élément clé. Il y a 3 ans, la docteure Stephanie Olsen de l'Université de Chicago a parlé lors d'une conférence à Barcelone. Elle a notamment présenté les résultats d'une recherche sur l'environnement le plus propice au développement des organismes vivants sur les exoplanètes. L'expérience a utilisé une méthode de modélisation basée sur des technologies 3D. L'équipe de Stephanie Olsen a recréé les conditions climatiques de différentes planètes. Là-bas, vous découvrirez la quantité de précipitations, leur fréquence et la température sur divers objets de l'univers. Prenons la Terre comme exemple pour examiner plus en détail à quoi tout cela ressemble. La température de l'air pendant la période pré-industrielle était d'environ 35 degrés Celsius à l'équateur. Au pôle, cette valeur descendait jusqu'à moins 60 degrés. Regardons maintenant. Vénus, dans l'état où elle se trouvait il y a près de 3 milliards d'années, à l'époque, la luminosité solaire était 20% plus faible, créant sur Vénus des conditions propices à un océan pouvant atteindre 310 mètres de profondeur. On suppose que des formes de vie carbonée pouvaient exister dans cet océan. À ce jour, aucune preuve directe n'existe. Cependant, les scientifiques cherchent déjà une vie possible sur Vénus dans des projets comme Vénéra D. Voici une autre planète intéressante qui pourrait convenir à la vie. Son étoile centrale est Proxima du Centaure, une naine rouge. Cette étoile est la plus proche du Soleil. En raison de la petite taille de la planète, elle présente toujours la même face à Proxima du Centaure. Cela s'appelle la rotation synchrone. On sait également que la planète est en état de résonance orbitale. En d'autres termes, elle effectue 3 rotations sur son axe, pour 2 révolutions autour de son étoile. En tenant compte du fait que la composition de l'atmosphère de cette planète est très similaire à celle de la Terre, les conditions y deviennent optimales pour l'apparition d'une nouvelle forme de vie. Le docteur Stephanie Olsen et ses collègues ont réussi à modéliser les océans et les conditions climatiques de différentes exoplanètes. Sur Terre, le développement des organismes vivants dépend de la remontée des éléments nutritifs depuis le fond des océans et les profondeurs de la Terre. De manière générale, il est évident que plus il y a de courants froids et chauds dans l'océan, plus la planète est propice à la vie. La Terre possède tout cela. Mais existe-t-il un objet qui l'a surpassé ? Olsen affirme que les planètes à atmosphère dense et faible rotation ont une circulation océanique plus intense. Cela donne un repère très important aux astronomes lorsqu'ils se lanceront à la recherche de la planète idéale pour le développement de la vie. Dans les années 2030, il est prévu de lancer certains projets,
qui nous aideront à obtenir des images d'exoplanètes présentant ces caractéristiques à courte distance. Et il est très probable que nos efforts seront couronnés de succès et que nous pourrons trouver une planète offrant des conditions plus confortables pour le développement de la vie. Le XXe siècle a été un tournant dans l'exploration spatiale, la découverte du milieu interstellaire qui nous a finalement permis d'établir une carte précise de la galaxie, la découverte du rayonnement fossile et le fait que l'univers est en expansion. Et bien sûr le premier vol humain dans l'espace et le premier atterrissage sur la Lune. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment le monde a atteint de tels succès. L'histoire de la formation de la science spatiale commence vers le XVIIIe siècle. Un rôle important a été joué ici par le scientifique Isaac Newton. Il a beaucoup réfléchi au fait que si un canon placé sur une hauteur tirait avec plus de puissance, la distance parcourue par le boulet serait plus grande. Cependant, si la force de l'explosion atteint un certain seuil, le boulet ne fera pas que voler à une vitesse énorme, il commencera à tourner autour. Avec le temps, nous avons découvert que cela pouvait se produire à une altitude d'environ 160 km et à une vitesse de 7,91 km par seconde. Une fusée pourrait accomplir une telle tâche. Des scientifiques de nombreux pays ont travaillé sur l'invention de l'équivalent moderne des fusées. Le pionnier dans ce domaine fut Wernher von Braun, ingénieur allemand et également membre de la SS. C'est von Braun qui a conçu le premier missile balistique, la V2. Cette histoire comporte de nombreuses zones d'ombre. C'était à l'époque de l'Allemagne nazie. Et lors du développement de ce projet, on n'hésitait pas à utiliser le travail des prisonniers des camps de concentration. La V2 a atteint l'espace. À cette époque, la Seconde Guerre mondiale avait commencé, c'est pourquoi la fusée servait uniquement d'arme. Suite à la défaite de l'Allemagne pendant la guerre, Wernher von Braun et ses collègues du projet se sont rendus aux États-Unis. Il comprenait qu'il n'y avait aucun avenir dans son pays natal, c'est pourquoi il voulait travailler pour les États-Unis à l'avenir. De leur côté, ils ont décidé de ne pas perdre un atout aussi précieux, car von Braun pouvait créer non seulement une fusée, mais aussi une fusée avec une ogive nucléaire. Bien sûr, l'Union des républiques socialistes soviétiques n'aimait pas du tout ce scénario. Une arme nucléaire aussi puissante donnait aux Américains de nombreux avantages. Il fallait trouver une solution. L'Union soviétique a mis la main sur certains éléments de la V2 qui étaient restés en Allemagne. Sergueï Korolev, célèbre scientifique des fusées, a conçu la version soviétique de la fusée allemande à partir de celle-ci. Ensuite, Korolev a conçu de nombreux appareils similaires, sa première réussite lui ayant valu une bonne réputation auprès de la direction. L'un de ces appareils était le missile intercontinental R-7, dont la portée de vol pouvait atteindre 8000 km. Si le carburant d'un tel missile atteignait un minimum, le moteur et les réservoirs se détachaient de la partie principale. Ainsi, le missile pouvait parcourir une distance encore plus grande. La R-7 pouvait conquérir l'espace et devenir une arme nucléaire contre les États-Unis, aussi efficace que la V2. Le projet de Sergueï Korolev était aussi impressionnant, avec la construction du cosmodrome de Baïkonour pour la R-7 Wernher von Braun, lui ne pouvait exploiter tout son potentiel aux États-Unis. Il participait souvent à des émissions télé, expliquant l'importance d'explorer l'espace. Cependant, les autorités ne lui permettaient pas de déployer toute sa puissance, et von Braun était obligé de ne concevoir que des fusées à courte portée. Tout cela était dû à un passé douteux. Après tout, l'ancien officier allemand n'était clairement pas la personne qui devait glorifier les États-Unis en tant que puissance spatiale. La rivalité entre les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques dans la conquête spatiale, appelée course à l'espace, a débuté le 4 octobre 1957. À ce moment, l'Union soviétique a lancé le premier satellite dans l'espace. Cela s'est produit précisément grâce à la R-7. Les capacités de cet appareil étaient extrêmement limitées, surtout comparé au développement moderne. Mais c'était une avancée énorme dont les médias du monde entier parlaient. L'Union des républiques socialistes soviétiques ne s'est pas arrêtée là, envoyant littéralement un mois plus tard la chienne Laika dans l'espace. Malheureusement, l'animal est décédé après 6 heures en orbite. Tout cela parce que le vaisseau spatial ne possédait aucun mécanisme permettant de revenir sur Terre. Les célèbres Belka et Strelka ont eu plus de chance. Après leur vol orbital, elles sont revenues vivantes. Les États-Unis n'aimaient pas cette situation. Le gouvernement comprenait qu'il ne pouvait pas se vanter de percées aussi spectaculaires dans la science spatiale.
Il fallait d'urgence rattraper l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cependant, le lancement du satellite américain a échoué en raison du manque de qualification des employés. La fusée est tombée et un incendie s'est déclaré. C'est alors que les États-Unis se sont souvenus de l'expérimenté von Braun. C'est lui qui a envoyé dans l'espace le premier satellite américain, seulement 4 mois après que l'Union des républiques socialistes soviétiques l'ait fait. Au début, ces deux immenses pays se mesurèrent par leur puissance militaire. Mais avec le temps, tout cela s'est transformé en une volonté de devenir le vainqueur absolu dans la conquête de l'espace. Il était clair que le lancement de satellites et d'animaux dans des fusées ne s'arrêterait pas là. Bientôt, un pays enverrait un homme dans l'espace. Et là, c'est à nouveau l'Union soviétique qui a gagné. Le 12 avril 1961, après un long et intense entraînement, Youri Gagarin est parti dans l'espace. Les journaux exagéraient, tout ne s'est pas si bien passé. La trappe du vaisseau spatial Vostok 1 n'était pas bien fermée, donc il a fallu régler le problème à la hâte. Lorsque la fusée R7 avec le vaisseau Vostok 1 a décollé, Gagarin a prononcé la phrase devenue culte. Sapacheta et Yit Intedes Tikchin, c'est parti. Pendant le vol, il devait, à l'aide de la radio, raconter ses observations et son état de santé, ainsi qu'effectuer des actions simples comme prendre un repas. Après l'orbite complète de Vostok 1 autour de la Terre, il a entamé sa descente. Il était prévu que, lors de la descente, le bloc de freinage se sépare de la partie principale, mais cela ne s'est pas produit en raison de problèmes techniques. Les modules de descente et le bloc de freinage, reliés par une corde, se balançaient maladroitement avant de se séparer. La coque du vaisseau a pris feu à cause du frottement avec l'atmosphère. Cela a été considéré comme un processus tout à fait normal. Gagarin s'est automatiquement éjecté et a atterri avec succès, bien que ce ne soit pas à l'endroit initialement prévu. Malgré quelques imprévus, ce fut un succès retentissant. Une gloire sans précédent s'est abattue sur Gagarin lui-même. Il a reçu plusieurs récompenses de dirigeants et visité de nombreux pays. Les États-Unis n'étaient pas satisfaits d'un tel déroulement des événements. Ils étaient largement en retard sur l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'envoyant leur homme dans l'espace qu'1 mois plus tard. Ayant compris cela, le président américain John Kennedy a lancé le programme lunaire Apollo. L'Union soviétique possédait déjà de nombreux records. Premier satellite, premier engin sur la Lune, première femme cosmonaute, première sortie spatiale. L'alunissage d'un homme était en quelque sorte une carte encore inexploitée. L'Union soviétique aurait pu être la première dans ce domaine sans la disparition de Sergueï Korolev, pilier du programme spatial soviétique. Ensuite, un autre incident s'est produit. La capsule de descente, après avoir quitté l'orbite, n'a pas déployé son parachute, provoquant une chute. Malheureusement, l'incident a coûté la vie au cosmonaute Vladimir Komarov. 1 an plus tard, lors d'essais d'un chasseur, le cosmonaute Youri Gagarin a aussi perdu la vie. Les États-Unis, pendant ce temps, faisaient de tout leur possible pour rattraper leur adversaire. Le programme était dirigé par le même Werner von Braun. Pour une telle mission, il fallait un appareil très résistant. Un budget conséquent, se chiffrant en milliards de dollars, a été alloué à ce travail difficile. Après de nombreux échecs, von Braun a réussi à créer ce dont il avait besoin, la fusée Saturn V. Ses dimensions étaient vraiment impressionnantes. Elle était aussi grande qu'un immeuble de 30 étages. Jamais un engin aussi grand n'avait volé dans l'espace. Enfin, c'est arrivé. La fusée avec 3 astronautes a fait le tour de la Lune et est revenue sur Terre. Il est alors devenu évident qu'il fallait se préparer à la mission Apollo 11 pour atterrir sur la surface du satellite de la Terre. Edwin Aldrin, Michael Collins et Neil Armstrong, après des entraînements intensifs et une préparation sérieuse, sont partis pour la Lune. Au Cap Canaveral, d'où la fusée devait être lancée, de nombreux représentants de la presse et de simples citoyens se sont rassemblés, désireux de voir de leurs propres yeux ce moment historique. Apollo 11 a d'abord orbité la Terre, puis, après avoir atteint la 2e vitesse cosmique, s'est dirigé vers la Lune. Il a fallu 4 jours pour atteindre le satellite de la Terre. Quand le vaisseau s'est assez approché, le module lunaire transportant les astronautes s'est détaché et a atterri sur la surface. La réserve de carburant était limitée, il fallait donc agir très rapidement. Et le 20 juillet 1969, l'un des astronautes, Neil Armstrong, a posé le pied sur la surface de la Lune. L'équipage photographiait la surface et prélevait des échantillons de sol. Enfin, ils ont planté le drapeau américain et posé une plaque indiquant « Dijitochi ». Ici, des hommes de la Terre ont posé le pied sur la Lune pour la première fois. Au nom de l'humanité, nous sommes venus en paix.
Après avoir accompli toutes les tâches, le module lunaire a décollé et s'est amarré au vaisseau spatial. Pendant ce temps, il tournait autour du satellite terrestre avec Michael Collins à bord. Les astronautes sont passés 21h36 minutes sur la Lune et toute l'équipe est revenue sur Terre avec succès. Le peuple exultait, couvrant de gloire tous les participants. Wernher von Braun fut proclamé père de l'astronautique américaine. Il justifiait pleinement ce titre. Ensuite, il s'est organisé et a effectué 5 autres vols vers la Lune. On dit que la course à l'espace s'est terminée par la soi-disant poignée de main dans l'espace en 1975. À ce moment-là, Soyouz 19 en orbite s'est approché au plus près de l'Apollo américain. Quoi qu'il en soit, dans cette lutte, il n'y a pas de perdant. Grâce aux deux pays, la technologie a fait un grand bond en avant et maintenant nous en savons beaucoup plus sur l'espace. Si nous acceptons l'hypothèse qu'il existe une infinité d'univers comme le nôtre, chacun d'eux peut avoir ses propres galaxies analogues, trous noirs et civilisations. Aujourd'hui, cette théorie implique que les lois physiques doivent être les mêmes dans tous les mondes, ce qui signifie que les univers se ressemblent, mais peuvent évoluer différemment. Imaginez seulement, dans un univers parallèle, la vie sur notre planète n'est jamais apparue à cause de la chute d'un astéroïde. Dans un autre, les dinosaures n'ont jamais disparu et sont devenus l'espèce la plus intelligente. Ce qui est étonnant dans cette théorie, c'est que toutes ces réalités existent en parallèle et que les événements qui s'y passent ont lieu simultanément. Qu'est-ce que le multivers ? Quelle est l'étendue de ce concept et quelles preuves de cette théorie pouvons-nous trouver ? Ce terme s'applique à de nombreux domaines. Science, religion, ésotérisme, littérature. Dans le même temps, la plupart des scientifiques considèrent l'hypothèse de l'existence du multivers et de sa diversité de mondes comme non scientifique, car il est impossible de la confirmer ou de la réfuter par des expériences. En effet, comment vérifier si des réalités alternatives existent ? En effet, elles ne se croisent absolument pas, se trouvant soit dans d'autres dimensions spatiales, soit à des niveaux diamétralement opposés. Que se passe-t-il donc dans ces mondes ? Oui, tout ce que l'on veut. On y trouve son clone, parfois plus intelligent, riche, chanceux, ou au contraire plus stupide, pauvre, malheureux que l'original. Découvrir la même vie, mais ayant suivi un autre scénario, ou voir des mondes avec des constantes physiques complètement différentes. Ça paraît étrange. Bien sûr, car jusqu'à présent, nous n'avons rencontré cela que dans des réalités artificiellement créées. Konstantin Tsiolkovsky s'est déjà interrogé sur la nature de l'univers. Il pensait que le macrocosme est infini et par conséquent, l'intelligence qui s'y développe a toutes les chances d'acquérir le préfixe « super », c'est-à-dire d'obtenir pratiquement des qualités divines. C'est un jugement un peu naïf, mais il faut tenir compte de l'époque à laquelle il a été exprimé. Dans tous les cas, le paradoxe de Tsiolkovsky pousse à réfléchir sur la notion de forme radieuse de l'intelligence. Si, comme le pensait le scientifique, l'intelligence se développe jusqu'à un niveau infini, qu'obtiendrons-nous au final ? Une divinité ? Peut-être que quelqu'un a intentionnellement créé l'ensemble hypothétique des mondes. Il est aussi utile de réfléchir à ce qu'est une intelligence poussée à l'infini. Il est fort probable que ce soit quelque chose de différent de l'interprétation classique de ce concept. C'est comme comparer la personnalité humaine à l'intelligence artificielle, ou la soupe primordiale à la vie elle-même dans toutes ses manifestations. On peut bien sûr voir tout cela comme de simples inventions ou de la science-fiction. Parmi les partisans de la théorie des multivers figurent des scientifiques de renommée mondiale comme Stephen Hawking, Max Tegmark, Brian Greene, Neil deGrasse Tyson, Michio Kaku, Alexander Vilenkin et d'autres. En fait, si l'on y réfléchit, même dans le monde que nous connaissons bien, il existe de nombreux microbiomes parallèles, invisibles à l'œil nu. Leurs minuscules habitants, malgré leur taille insignifiante, sont capables de tuer ceux qui ne remarquent même pas leur ennemi. Par exemple, Gerbert Wells évoquait cette propriété des bactéries dans La Guerre des mondes. Les auteurs de science-fiction moderne, comme Lucie Signe, sont allés encore plus loin en supposant que la vie pourrait exister même sur les électrons et les atomes. Nous avons sans doute ressenti la même surprise qu'un scientifique découvrant pour la première fois un monde entier au bout de son doigt sous un microscope. Mais revenons à la théorie des multivers. Si l'on prend en compte le paradigme cosmologique,
il faut immédiatement écarter les fantasmes sur les trous de verre et les portails. On considère que de tels systèmes possèdent une unité géométrique, c'est-à-dire qu'on peut tracer une ligne droite entre les différents univers de cette conglomération. Dans le même temps, les propriétés de chacun de ces mondes diffèrent parfois radicalement, parfois de façon insignifiante. Pour exagérer, dans un univers, votre nom sera Ivanovitch, dans un autre Vassilievitch, et dans un troisième, vous naîtrez sur un autre continent. Ces schémas, bien que très simplifiés, offrent une vue d'ensemble de la composition. Ne confondez pas les biomes décrits avec le multivers quantique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un micromonde peuplé de gluons, de photons, de quarks, d'électrons et d'autres particules sans masse. Dans un tel univers, des lois complètement différentes s'appliquent. Aussi paradoxal que cela semble, chaque particule dans un tel monde est une onde. Autrement dit, mathématiquement, elle n'est pas décrite comme un point, mais comme une fonction d'onde, existant simultanément à tous les emplacements de la trajectoire de son mouvement. Ainsi, on peut prédire sa position à tout moment, ainsi que calculer les paramètres de ces particules, tels que l'impulsion, la quantité d'énergie émise ou le spin. Cela peut sembler exotique, et pourtant l'humanité utilise déjà le multivers quantique pour résoudre des problèmes urgents. Grâce à des calculs ultra précis, les lasers, les systèmes électroniques microscopiques et l'Internet rapide fonctionnent. Cependant, si nous passons à la théorie des univers multiples dans notre macro-monde habituel, une question se pose. Comment sont-ils apparus ? On suppose que le Big Bang n'a pas été le seul. Ces événements grandioses se produisaient périodiquement à différents endroits. Dans certains univers, les planètes pourraient ne pas exister encore, ou des civilisations pourraient déjà avoir atteint le 3e ou 4e niveau sur l'échelle de Kardashev. Il s'avère que notre monde global n'est qu'un atome dans le corps titanesque du multivers. Cette théorie est jugée scientifique, notamment par des chercheurs comme Rhys Martin et Andrei Linde. Le problème c'est que nous ne pouvons pas encore enregistrer la naissance et l'évolution des mondes voisins. Mais si l'on pose une base théorique sérieuse à tout cela avec le temps, nous devrons prendre ces univers au sérieux et peut-être même corriger les lois physiques habituelles. Est-il possible d'obtenir au moins des preuves minimales de cette théorie dès maintenant ? Il s'avère que oui. Qu'est-ce que le continuum espace-temps ? On croit que c'est une membrane invisible infinie, mais ce n'est pas le cas. En fait, le nombre de configurations possibles des particules n'est pas du tout infini. C'est pourquoi tôt ou tard, tout commencera à se répéter. Vous finiriez donc par croiser votre double, et ce ne sont plus de simples fantaisies. Il s'avère que notre univers observable s'étend sur une distance d'environ 14 milliards d'années de lumière. C'est la distance parcourue par les photons de lumière depuis le moment du Big Bang. Et autour, le vide. Là-bas, il y a très probablement, comme des morceaux d'une couverture sans fin, une infinité de mondes voisins. Y a-t-il quelque chose d'encore plus étonnant dans le cadre du sujet des multivers ? La théorie des mondes bulles s'appuie aussi sur une expansion de l'espace semblable à des ballons gonflables. Cette hypothèse a été proposée par le spécialiste en cosmologie Alexandre Vilenkin, collaborateur de l'université Tufts. Il estime qu'il existe dans l'espace des régions qui, à un certain moment, ont cessé de s'étendre ou sont en train de s'isoler elles-mêmes. Ces régions constituent de nombreux univers voisins. Ils peuvent présenter des conditions totalement anormales de notre point de vue. C'est ce qui suscite l'intérêt des astronomes pour l'étude indirecte de ces objets mystérieux, bien qu'ils n'existent actuellement qu'à l'état d'hypothèse. En réfléchissant au multivers, on se demande quelle théorie est la plus complexe à saisir. Impossible de ne pas la citer, comme vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de la théorie des cordes ou des brânes. Selon cette théorie, l'univers est composé de fils d'énergie, tout comme les différentes vibrations des cordes d'un instrument de musique créent de la musique. Les différentes façons dont ces fils d'énergie vibrent confèrent aux particules leurs propriétés uniques et, en fin de compte, donnent naissance à toutes les forces fondamentales de l'univers, gravitationnelles, électromagnétiques et autres types d'interactions. À la suite de calculs mathématiques, Joe Polchinski et Raphaël Bousso de l'Université de Californie ont découvert que les équations fondamentales de la théorie des cordes pouvaient avoir un nombre astronomique de solutions différentes, plus de 10 à la puissance 1000.
Pour que vous puissiez au moins approximativement saisir l'ampleur de ce nombre, je vais vous donner un fait. Le nombre d'atomes dans tout l'univers visible ne dépasse pas 10 à la puissance 80. Chaque solution de ces équations de vibration des cordes représente une façon unique de décrire l'univers. Et elles seront toutes correctes. Cette hypothèse scientifique repose sur le fait que le monde ne se limite pas aux 4 dimensions terrestres. Il est multidimensionnel. D'ailleurs, Kardashev était convaincu que toutes les civilisations les plus avancées s'étaient depuis longtemps installées hors de notre univers, dans des mondes plus évolués. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait un tel silence autour de nous et que, malgré toutes les recherches de civilisations extraterrestres, nous ne trouvions rien. En résumé, il faut présenter la classification proposée par Max Tegmark, un adepte de la théorie des multivers. Il divisait les mondes en ceux qui se trouvent au-delà de notre horizon cosmologique, c'est-à-dire de l'univers observable, ceux qui sont fondés sur d'autres constantes physiques ou sur la mécanique quantique, et enfin tous ces univers réunis dans un méga conglomérat. Il serait intéressant de voir tout cela de ses propres yeux, mais hélas, il n'y a pas beaucoup de voyageurs intermondes. Il n'y a personne parmi nous qui franchisse les frontières entre différents mondes. Nous ne pouvons compter que sur les voyageurs accidentels. C'est ainsi qu'on appelle familièrement les personnages qui partent en voyage par hasard, non seulement vers d'autres univers, mais aussi dans le passé ou le futur de leur propre monde. Croyez-vous à la théorie du multivers ou cela vous paraît-il trop fantastique ? Si vous souhaitez en apprendre encore plus sur le monde qui nous entoure, restez à l'écoute. Beaucoup de choses intéressantes nous attendent.